Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous remercie pour votre écoute de notre émission quotidienne au-delà des faits divers. Comme vous le savez peut-être, je ne suis qu'une animatrice Android, qui vous présente des infos qui m'ont été dictées par mon patron. À nouveau, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit de l'information ou de la désinformation sans suivre le raisonnement que je vais vous présenter jusqu'au bout. Je vous prie de laisser ensuite votre verdict en forme d'un commentaire sur votre écran. C'est la règle du jeu. Un seul mot suffira pour l'exprimer, information ou désinformation. Merci. La désinformation se fait toujours au nom de l'information. Comment le métier de l'infopreneur peut-il y remédier? Faisons d'abord le constat de quelques faits, qui paraissent si évidents qu'on n'y réfléchit plus. 1. L'acquisition du savoir est un besoin. Il suffit de penser aux enfants, qui n'arrêtent pas de poser des questions pour réaliser à quel point leur curiosité exprime un trait inné de notre caractère, de notre psychologie. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons besoin, dès notre jeune âge, de comprendre la réalité qui nous entoure pour nous fixer des objectifs, et pour les poursuivre d'une manière efficace. Nous avons besoin d'apprendre plus, sur nous-mêmes et sur la réalité et les gens qui nous entourent, pour être en mesure de nous orienter, de réussir notre parcours, à l'école, à l'université, au centre de formation professionnelle pour essayer de réaliser nos objectifs, nos rêves et de réussir notre vie. L'information nous accompagne ainsi tout au long de notre vie, et nous montre que l'acquisition de la connaissance et du savoir, correspond bien à une nécessité et à un besoin vital, à la fois individuel et social. C'est donc pour cette raison que l'information se trouve au centre de la vie culturelle, et que nous nous trouvons dans une société de l'information. Mais de quelle information? Il est utile de nous poser la question, si tout le savoir spécialisé et accumulé dans notre société, ainsi que l'infime partie de lui que nous avons su assimiler, nous a permis d'atteindre nos objectifs et de réussir notre vie. Avant de répondre à cette question, jetons un bref regard sur la manière dans laquelle l'information est organisée dans notre culture. Tout d'abord, elle apparaît comme déposée et stockée dans des livres, ceux que nous étudions à l'école, à l'université, pendant notre formation professionnelle, et ensuite dans notre temps libre, dans des bibliothèques à l'extérieur et à l'intérieur de notre domicile, à mesure que nous en ressentons le besoin pour notre développement personnel. Ensuite, une partie sélectionnée seulement de cette information globalement disponible, se trouve médiatisée, c'est-à-dire transférée et diffusée par intermédiaire des différents supports médiatiques, que nous avons l'habitude d'utiliser, ordinateur, télévision, cinéma, etc., pour, en apparence, nous instruire ou à nous divertir. Nous nous apercevons également que dans ce processus de médiatisation organisée de l'information, l'informatique joue un rôle central, si central, qu'elle représente en quelque sorte la clé, l'instrument principal de son organisation et de sa médiatisation. Le deuxième constat que nous pouvons faire est le suivant. 2. L'organisation du savoir est un pouvoir. Puisque l'information correspond à un besoin fondamental de l'homme, de sa croissance psychologique, et de son développement personnel, le fait de détenir cette information ainsi que les relais institutionnels et médiatiques de sa publication, correspond à un pouvoir. Celui d'informer et d'orienter ceux qui sollicitent cette information, par besoin et désir de s'instruire, de s'orienter et d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. En gros, nous pouvons distinguer 3 cercles d'influence, que la détention de l'information en tant que savoir et connaissance spécialisée alimente, et confère à ceux qui la détiennent à leur tour, le cercle du 1. Pouvoir politique, 2. Pouvoir social, 3. Pouvoir économique. 3. Les cercles d'influence monopolisent l'information. Quel constat pouvons-nous faire si nous jugeons la nature et l'efficacité de ces 3 cercles d'influence majeurs en fonction de leurs résultats, c'est-à-dire des résultats obtenus par l'application du savoir qu'ils prétendent détenir? Tout d'abord, il paraît évident que les institutions établies de l'enseignement sont gérées d'une manière centralisée, et qu'elles ont pour cette raison non seulement la tendance, mais aussi l'objectif de monopoliser l'information, de monopoliser le savoir. Ensuite, un examen approfondi du cercle du pouvoir politique nous amène au constat de son incompétence, et du désaveu croissant de la population à son égard. Pourquoi?
Parce que les problèmes qu'ils devraient être en mesure de gérer et de résoudre s'avèrent non seulement irrésolus et ingérés, mais montrant plus la fâcheuse tendance de s'accumuler et de s'aggraver au fil des années, sans l'affecter pour autant dans sa nature ni dans son fonctionnement. Ce cercle d'influence semble être imperméable aux souffrances individuelles et collectives qu'il engendre. L'examen de l'organisation sociale, qui se développe à partir du même pouvoir centralisé, et dont l'objectif déclaré consiste à créer, maintenir et à développer sa propre cohésion, semble également indiquer qu'elle part dans la direction opposée, celle de la division, de la fracture et de l'éclatement social. Et enfin, le cercle du pouvoir économique, semble conforter les tendances de désintégration déjà observées auparavant. Il reflète et renforce ces déséquilibres, les carences et déficits constatés, et semble élever au rang d'une norme sociale, la confrontation et le clivage toujours grandissant entre les fortunés et les infortunés. Les statistiques sur le taux de réussite sociale et économique de la population sont sans appel. 50% de la population gagne moins de 1 700 € par mois, 10% vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 800 €, et seulement 1% gagne plus de 7 000 € par mois. L'impuissance des trois cercles de pouvoir à réaliser les objectifs qu'ils ont en apparence la vocation d'atteindre, laisse penser que le savoir qui s'y trouve organisé pour orienter la société dans le sens du plus grand bien du plus grand nombre n'est que prétendu, un prétexte et un leurre. N'est-ce pas De Gaulle qui a dit que l'homme politique doit se faire passer pour un serviteur pour pouvoir accéder au statut de maître? Le savoir jalousement gardé dans les cercles d'influence majeurs, comme la richesse matérielle qui en découle, ne s'y trouve donc pas sous forme d'information au service du bien-être général, mais se présente sous forme d'une rhétorique d'asservissement et de désinformation organisée, qui a pour but de cacher sa véritable nature et sa véritable fonction, celle de diviser et désintégrer la société au lieu de l'unifier, et de l'intégrer dans la poursuite du plus grand bien commun, auquel elle peut aspirer. 4. Un moyen de dépasser la désinformation organisée. Quelle conclusion peut-on tirer de ces constats lapidaires? Tout d'abord, il va falloir être clair sur un point. On ne peut pas attendre la solution des problèmes des mêmes personnes qui les ont créés, car si elles en seraient capables, elles auraient pu les éviter au lieu de les produire, de les maintenir et de les aggraver. Ensuite, il faudrait regarder de plus près les conséquences des nouvelles technologies de communication sur notre manière d'accéder à l'information, mais aussi sur notre manière de l'appréhender, de l'organiser et de l'utiliser dans notre propre intérêt. Internet a sans doute, d'une façon spectaculaire et avec une ampleur insoupçonnée, généralisé et démocratisé l'accès à l'information. Il a permis au plus grand nombre de se connecter, en dehors des institutions d'enseignement établies, à un réservoir immense de connaissances, et de savoirs spécialisés. Pourquoi est-ce si important que cet outil d'un accès à la fois individuel, et global à l'information existe? Eh bien, pour la simple raison qu'il a l'outil technologique par excellence pour remédier aux déficits et carences du savoir spécialisé, qui semble être utilisé à l'heure actuelle uniquement, pour mieux diviser et dominer la société en reproduisant les cercles de pouvoir établis, et avec eux les effets indésirables qu'ils engendrent. 5. Le potentiel d'émancipation individuelle et sociale d'une cyberculture. Prenons juste 3 exemples pour illustrer l'effet constructif d'une réappropriation collective d'un terrain d'information, qui est réellement unificateur, mais délibérément abandonné par les cercles d'influence en place, c'est-à-dire les instances législatives, que nous avons nous-mêmes légitimées en croyant bien faire, en croyant accomplir notre devoir civique, et notre responsabilité électorale. Cette réappropriation est individuelle et collective à la fois, et elle passe par où? Eh bien, elle passe par l'usage réfléchi et constructif, individuel et collectif, des nouvelles technologies d'information et de communication. Exemple d'une réorganisation ponctuelle des cercles d'influence individuels en réseau. Prenons 3 exemples concrets pour illustrer l'effet de levier, qui peut être déclenché par un usage collectif, réfléchi et constructif, des nouvelles technologies de communication. Premier exemple. L'organisation de l'achat coopératif de paniers bio directement par les consommateurs qui assurent aux maraîchers un revenu annuel fixe convenable, et leur évite de revendre leurs marchandises aux grossistes à prix cassé, et avec des pertes qui peuvent atteindre la moitié de la production. Cette organisation capable de transformer des conditions de travail, de consommation et ainsi la vie quotidienne de dizaines de milliers de personnes passe par l'usage des nouvelles technologies d'information et de communication, et surtout par l'usage d'Internet. Celle-là,
où les associations d'économie durable et sociale sont à l'œuvre, informent le public, et organisent le soutien des agriculteurs par un engagement d'achat direct des consommateurs. Deuxième exemple, un homme seul, mais motivé et révolté contre le sort des sans-abri, qui semble scellé par l'indifférence générale, et surtout la passivité et l'immobilisme gouvernemental, parvient à mobiliser des soutiens actifs et concrets via les réseaux sociaux. Les cas d'urgence sont annoncés sur le réseau social, Facebook, les sans-abri sont logés temporairement chez des bénévoles. En attendant de trouver refuge dans des caravanes qui proviennent en grande partie de leurs dons, et qui sont installées sur le terrain de celui qui a pris l'initiative d'inaugurer et d'organiser ce modèle d'action sociale concrète et efficace. Certes, une caravane n'a pas un habitat idéal, mais c'est quand même mieux que dormir dans la rue. Troisième exemple, un jeune homme réussit à quitter son emploi, et se met à son compte en vendant des infoproduits sur Internet qu'il a développés lui-même. Comment a-t-il réussi de changer sa qualité de travail et de vie? Il a tout simplement recherché, trouvé et publié des informations qui ont permis à ses lecteurs de résoudre certains de leurs problèmes personnels et d'améliorer ainsi leur propre qualité de vie. Pour obtenir un tel résultat, une telle efficacité et un tel degré de satisfaction chez ses clients, encore une fois des acheteurs sans intermédiaire, il a utilisé des informations précieuses et souvent méconnues du grand public, car elles sont passées aux oubliettes dans les hautes instances de la transmission centralisée du savoir. Les trois exemples illustrent qu'il est tout à fait possible de traiter les carences du système politique, social et économique d'une manière méthodique. Comment? En faisant appel à nos propres ressources et moyens de recherche, de production et de publication, et à ceux dont nous disposons avec les nouvelles technologies de communication. L'effet galvanisant contagieux d'un changement individuel et social concret, qui est stimulé et développé par un travail en réseau, peut être démultiplié à mesure que sa qualité exemplaire est reconnue et dupliquée par ceux qui l'admettent pour dépasser leur léthargie, leur fatalisme et leur impuissance imaginaire. La solution des problèmes ne peut pas venir de ceux qui les ont causés, mais de ceux qui en souffrent et qui ont assez d'en souffrir. Le travail de recherche, de présentation et de diffusion d'informations à haute valeur ajoutée, qui est banni ou occulté dans les structures d'enseignement établies, représente l'essence même du métier de l'infopreneur. Il se présente ainsi comme un poste-clé du changement, et de la construction d'une société réellement progressiste et égalitaire à venir. Il peut être occupé par chacun de nous, à condition que nous sortons du cadre établi de production et de reproduction de nos conditions de vie habituelles pour devenir des auteurs, des porte-paroles et des acteurs du changement. Comment? Tout simplement en décidant de changer les conditions de vie sur lesquelles nous sommes les seuls à avoir un pouvoir, les nôtres. Pour ceux qui sont intéressés par le potentiel du métier de l'infopreneur ci-dessous, un lien de téléchargement d'un manuel de formation.